bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que pour ceux qui travaillent surtout en extérieur, ben courage, hein, parce que je sais qu'avec ces températures c'est compliqué. J'ai voulu aller à la Belle de Mai à pied pour une fois. Je me suis dit, bah ça va, c'est le matin, on va y aller à pied. Ouais, très compliqué. Je suis arrivée, j'ai cru que j'allais mourir. Bon. Alors, merci à tous ceux qui me regardent, merci à tous ceux qui me suivent, qui ont le courage de m'écouter à chacune de mes vidéos. Alors, comme d'habitude, on va commencer par Marseille. Je vais commencer déjà par tout ce qui est fait divers justice, hein, puisque c'est ceux qui remplissent, on va dire, en majorité les articles des journaux. Enquête, blanchiment, travail dissimulé. Le patron du réputé Nour d'Égypte à Marseille mis en examen. Sa réussite dissimulerait l'exploitation de travailleurs sans papier. Ouais, et donc non, parce qu'ici, ils sont tous sans papier. À la tête de Nour d'Égypte, une galaxie d'adresses tendance de Marseille, Tamer Chabana a été mise en examen notamment pour blanchiment et travail dissimulé. Sur le toit d'un petit immeuble à 2 pas de la Canebière, le rideau de la cantine de Nour d'Égypte est resté fermé toute la journée. Ce jour-là, le patron du restaurant ainsi que son associé et beau-père, Jean-Claude Amar, sont à garde à vue dans les locaux du groupe interministériel de recherche de Marseille. Attention, un service spécialisé dans la délinquance financière. Les policiers enquêtent depuis de longs mois sur les affaires du duo gérant de restaurant, mais aussi d'une boulangerie, d'une sandwicherie, d'une société de rénovation et d'un concept store dans le centre-ville de Marseille. Ouais, ça va. À la suite de leur garde à vue, les 2 hommes ont été mis en examen des chefs de travail dissimulé, blanchiment et emploi d'étrangers sans titre. Oui, ben je vous dis, de toute façon, ça c'est pas un souci. Hein. Un entrepreneur aux prises avec la justice, on est loin de l'image que Tamer Chabana a su se forger. Ah ouais, non mais, alors, tu sais quoi? C'est toujours les gens, moi je sais, hein, le père de mes enfants, tous. Ah ouais, ton mari, ton concubin, oh, le top. Ah oui, ça c'est ce qu'il montre aux autres. Mais par contre, quand tu le connais, ouais, pas top du tout, tu vois. Mon père aussi, pareil. Oh là là, mon Dieu, oh, qu'est-ce qu'il est bien, cet homme. Ah ouais, il nous a fait la misère à mon frère et à moi. Oh, elle est magnifique le mec, tu vois. Ma mère aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est gentille, votre mère. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'est-ce que si. Mon Dieu, qu'est-ce que là. Ouais, mais c'est chétane en fait, tu vois. Eh ben eux, c'est pareil. Avoir investi 900 000 € en fonds propres pour la rénovation de ce local emblématique du centre-ville. Il abritait auparavant le magasin Tati. Ah ouais, d'accord. Ah, et c'est lui. Ah, d'accord. Jusqu'à une Sanji, eh ouais, comme par hasard. ouais, comme par hasard. Du côté des salariés aussi, on pointe l'opacité de la gestion des recettes. On n'avait pas de caisse enregistreuse pour encaisser le repas. Ben, que ça peut te foutre. Tu as été payé. D'après les témoignages, ah ouais, c'est balance. Les recettes du service circuleraient dans des enveloppes remplies d'argent liquide. Ben ouais, il a raison, hein, mon frère. Il peut encore. Bientôt, on ne pourra plus parce que ce sera que du numérique. Sur chacune, le détail des recettes est reporté. Eh ouais, ben ouais. Comme avant. À l'ancienne. ouais. Il y avait beaucoup d'argent liquide qui circulait. Ben ouais, attends, le mec il est plein du matin jusqu'au soir. Attends, tu crois quoi? Il y en a plein, ils viennent, ils payent en liquide. Hein. Pas tout le monde paye avec la carte. Hein. Alors, mais aussi la difficulté à recevoir les salaires. Ah, voilà, d'accord. Il y avait régulièrement 2 mois de retard. Voilà, dis-moi ça. Ok. Elle estime aujourd'hui que son ancien patron lui doit encore plus de 5 000 €. Ah ouais. J'ai renoncé à les toucher un jour. Ah ben, tu devrais pas. Alors, dit la jeune femme qui a un temps envisagé une procédure au prud'homme. Allez, vas-y, dégage-moi de là. Il te doit 5 000 €. C'est comme tu vas au prud'homme le traîner en justice. Vas-y. Mon patron, il me devait je sais pas combien. Et j'ai jamais travaillé là-bas. Je vous promets, j'ai jamais travaillé. Non, mais c'est une escroquerie à la base, vous voyez, c'est un peu comme ça. Le mec, il me payait pas. À un moment donné, je suis parti au prud'homme, hein, il m'a payé. Hein. Il m'a donné 6 000 francs à l'époque. Hein. Tout ce qu'il me devait. Ça va pas ou quoi? Certains n'auraient même pas du tout été payés. Eh ouais. Via une annonce Pôle emploi pour travailler au souk. Il aurait découvert lors de son premier jour de travail qu'un contrat ni aucune rémunération sont prévus. Ah ouais. Chabana me dit qu'il ne sait pas quand le souk va ouvrir, qu'il n'a pas les moyens de me payer. Il me propose 600 € par mois de la main à la main. J'ai mon RSA à côté, le projet me plaît vraiment. Ben voilà. En plus, tu fraudes le RSA. Hein, Karim? Je t'explique. Eh ouais, mais c'est pas grave là. Non, parce que là, le mec, il sera pas emmerdé, vous voyez. Lui, il a fraudé le RSA. Mais il sera pas emmerdé.
Au bout de... Oh, je touchais mon RSA, et puis il n'a pas voulu me payer, me déclarer. Hein. Oui, je touchais de la main à la main 600 euros. Ouais, mais avec 500 euros de ton RSA, ça te fait 1100 euros. Plus la CMU, plus ci, plus là. Ah oui. Au bout d'un mois, la paix promise ne serait pas arrivée. Et là, je commence à entendre d'autres se plaindre. Hein. Karim est convoqué quelques jours plus tard par son patron. Il me reproche de l'avoir rabaissé devant tout le monde et fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il m'a dit, prends tes sous et dégage. Ah ben c'est bien, il t'a payé. L'URSSAF avait épinglé la cantine de Nour pour emploi dissimulé. L'ardoise s'élevait alors à 22 461 euros. Au moment de la visite des contrôleurs, les 3 hommes étaient en situation de travail dans la cuisine du restaurant, selon un courrier de l'URSSAF, parmi un stagiaire, la nuit, les week-ends et les jours fériés. Bah ouais, bien sûr. Ah, il faut qu'ils sachent ce que c'est le monde du travail. Hein. Attends. Ben voilà, 2 plaintes déposées contre Tamer Chabana. Alors, il profite de la faiblesse des gens pour les exploiter. Oh, ben ça alors. Mais comment il a eu cette idée d'exploiter des gens pour se faire des sous? Il y a eu le festival Mars Attack. Ma fille voulait y aller. J'ai dit ma fille, enfin, elle voulait y aller. Elle m'a dit, ouais, je sais pas, il y a mes copines, elles y vont et tout. J'ai dit, n'y va pas. Voilà, n'y va pas, parce que déjà, tu sais pas ce qui peut arriver là-bas. J'ai dit, avec ce qui se passe maintenant, c'est pas bon. Marseille, la Provence, non, pardon, François Région, France Info. J'avais envie de vomir. Suspicion de piqûre sauvage lors d'un festival à Marseille. Les parents d'une jeune fille de 16 ans ont porté plainte après une suspicion de piqûre lors du festival Mars Attack à Marseille le 11 juin. Les équipes de soins sur place déclarent prendre au sérieux le phénomène sans parvenir à le matérialiser par des analyses toxicologiques. Maintenant, je vous ai dit, c'est des gens, comme ils savent que les Français adorent se faire piquer, puisque là, ils vont faire la 4e, hein, donc ils adorent se faire piquer, ils envoient le truc. Eh ouais, ils se disent, voilà, tu veux de la piqûre, on va t'en donner. Eh ouais, on te donne ce que tu demandes, ce que tu désires au plus profond de ton âme. Une piqûre. Alors, ensuite, alors la dernière fois, je vous avais parlé qu'il devait passer en procès un de ceux qui ont fait des fêtes clandestines pendant le confinement. Donc, Marseille, Info la Provence, jusqu'à 8 mois de prison ferme et de lourdes amendes pour une fête clandestine. Vous vous rendez compte? 8 mois de prison ferme. Ah, mais c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Les gens, ils applaudissent. Ouais, bravo. Alors, par contre, quand on ramène des djihadistes, ça, c'est pas grave. Mais là, ouais, bravo. Ah oui, oula, c'est grave. Oula, il a dansé, hein, pendant qu'au gouvernement, ils en faisaient, sans problème. Et d'ailleurs, sûrement des vedettes, des acteurs, vous voyez, des chanteurs, ils sont battus se gêner, hein, dans leur villa privée de 400 hectares, hein, pour faire des fêtes clandestines. Mais non, lui, il s'est pris 8 mois de prison ferme. La dernière fois, pour mon copain, je suis passée devant la paternelle. Alors, il y a un rond-point. Vous savez, il y a un rond-point. Et il y a plusieurs sorties. Donc, du coup, donc vous avez une grande avenue qui est comme ça, rond-point, comme ça. Vous voyez? Et après, donc là, à droite, vous avez une sortie qui va dans la paternelle. Et à gauche, ça va dans une espèce de zone industrielle. Vous voyez, qui est toujours fermée, donc je ne sais pas ce que c'est. Enfin bon. Et bien là, maintenant, ils ont mis des blocs en béton. Donc je ne sais pas si c'est l'État qui les a mis pour boucher l'entrée de la cité. Non, non, mais gravissime. Et dessus, et alors je vous promets, il va falloir que je le prenne en photo, mais je passe la nuit. Je me cache dessus de m'arrêter en fait, pour prendre une photo, vous voyez. Et en fait, dessus, ils ont marqué « Le magasin est ouvert » avec une flèche. Pour montrer la direction. Non, c'est merveilleux Marseille. Ah, je vous promets, c'est le truc de fou. Alors, il y a 2 gros blocs, mais je vous promets ouais, au moins 2 mètres de long. Mais pas les blocs comme il faut, vous savez, quand il y a les travaux et tout, des blocs bizarres. Vous voyez, genre des blocs pour pas que les voitures, elles pénètrent. Vous voyez, je veux dire, vraiment les trucs spéciaux. Donc, je pense que c'est l'État qui l'a mis, fait à la mairie, fait, je ne sais rien. Et du coup, eux, bah ouais, c'est bouché. Donc, les mecs, ils doivent arriver, ils doivent se dire, putain, c'est où que je vais toucher mon bout de shit, tu vois? Et donc, en fait, ils ont fait une bulle avec une flèche. Et il y a marqué, le magasin est ouvert, et en haut. Voilà, c'est merveilleux. Alors, des armes de guerre, ouais, fait bon. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et 30 kilos de munitions ont été saisis par les enquêteurs. Presque un record, hein. L'appartement était niché dans un immeuble propre du 5e arrondissement de Marseille. Oh,
Devenu par vagues successives de nouveaux habitants aisés, l'un des plus prisés de la ville. Ouais. Loin des yeux et du cœur, des cités déclassées des quartiers nord et de leur trafic. Alors, j'ai pas la suite, hein. Ils étaient occupés par une jeune couple fondue dans le décor. Autant dire qu'en début de semaine, le voisinage a dû se pincer en assistant à l'heure des croissants chauds. Oh là là, minouchette! Au débarquement en force de policiers d'élite de l'OFAST. Encore un nouveau nom. Office anti-stupéfiant. Très bien renseigné. Ah ouais, coup de balance. Eh ouais, je vous dis, c'est que des coups de balance. Ils sont même pas capables. Les mecs, ils sont payés à rien branler, en fait. Ouais, à venir t'emmerder, toi. Nice matin, un jeune homme tué par balle à Marseille. Un jeune homme a été tué par balle jeudi 16 juin dans les quartiers populaires de Marseille, au nord de la ville, a-t-on appris auprès des autorités. Vingtaine d'années, voilà. Était déjà décédé au moment de l'arrivée des secours. Ah bah oui, tu parles. A-t-on appris auprès de ces derniers, confirmant une information de la Provence. Les faits se sont produits en début de soirée dans la cité du Castelas, où un homme de 23 ans avait déjà été tué par balle sur un parking il y a moins d'un mois. Ah ben voilà. Ah puis mais là, j'avais 203. Le parquet de Marseille a confirmé l'information sans donner plus de détails. Il s'agit du 14e mort par balle dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l'année. Mais c'est bizarre parce que ça dépasse jamais 16. Ouais. Mais ça, c'est officiel. C'est-à-dire, le mec, tu tires dessus, ils appellent, et puis après, il y a tout ce qui se passe la nuit, où on va retrouver un corps, où le mec, il s'est fait poignarder, mais bon, du coup, ça passe pas, parce qu'il est pas mort, vous voyez, donc ça passe pas dans le truc. Coup de filet dans le narco-banditisme marseillais. Saisie d'armes et de milliers de munitions. Ben, vous allez voir, ça va arriver là. Oula. Là, ils ont les chars javelins, là, maintenant. Ils vont avoir les, je sais plus quoi, là. Les scuds. Là, ils vont être armés, mais alors, de la tête aux pieds. Un important coup, alors ça, c'est la Provence. Un important coup a été porté marseillais, au narco-banditisme marseillais avec 9 interpellations et une saisie de 18 armes. Et puis, c'est pas le même que la dernière fois, et que celui que je viens de lire. Une vingtaine de... Ah non, c'est pas le même. Oh, mauvaise langue. Oh, pas bien, Isabelle. Alors, une vingtaine de kilos de résine de cannabis, près de 10 000 € en liquide, mais surtout 18 armes, dont 7 fusils d'assaut de type Kalachnikov. Je sais pas ce qu'ils ont avec ces fusils. Parce que là, vous voyez la photo, il y a des automatiques, il y a des armes de guerre. Non, chaque fois, il faut qu'ils donnent les Kalachnikov. Je sais pas pourquoi. Genre, les mecs, ils sont armés de Kalachnikov. Non, il y avait des bazookas dedans. Des lance-roquettes, ouais. Des grenades, tu vois. Oui. Antipersonnel, mine antipersonnel. Non. Le point de deal à Marseille peut rapporter aux trafiquants entre 10 000 et 80 000 € par jour. Ah ouais, tu crois qu'ils vont aller travailler, hein? Ils vont aller aux Pays-Bas ramasser des fraises, hein? Bah oui. Les analyses ADN et balistiques sur les armes saisies permettront aussi peut-être d'élucider certaines des règlements de code. Ah oui. Le parquet de la deuxième ville de France a recensé 36 homicides volontaires ou tentatives d'homicide volontaire. 36. Ah non, mais en 2021. Peut-être vous ne me regardiez pas, mais quand je lisais les trucs de Sputnik, là, ils en parlaient. Et tous les jours, il y avait un mort à Marseille. Comment il y a 366 jours dans l'année. Ensuite, après, je parlerai politique et après écologie. Du coup, ça va être vite fait. La Provence, Campagne et la Rousse. Ah, j'espère que c'est pas le même encore. Un point de deal visé par une... Ah non, ça va. Un point de deal visé par une rafale d'AK-47. La cité Campagne et la Rousse avait été le théâtre, toutes les cités en 2018, toutes les cités elles ont eu un mort au moins, je t'explique. Et en effet, sur place, dans une ambiance plombée, les fonctionnaires ont ramassé une quinzaine de douilles au sol et relevé des impacts de balles dans le hall et les escaliers d'un bâtiment connu pour abriter des trafics dessus. Oui, mais tous les halls d'immeubles de cités sont tenus par des trafiquants. La Provence, un violent carjacking en pleine nuit à l'Escale Borelli, à Marseille. C'est le genre de scène qui est monnaie courante à Rio. Ben oui, mais je t'ai dit. De toute façon, elle a dit, c'est le Mario au premier regard quand elle est allée voir son nageur à 3 € là, qu'il habite dans la cité la plus pourrie du centre-ville, enfin de Marseille. Elle a dit, putain, on dirait que j'arrive dans les favelas. Mais c'est tout à fait ça. Effectivement, tu arrives dans les favelas françaises. Ah oui, quand tu arrives à Marseille. Mais dans la nuit de lundi,
c'est à Marseille qu'un homme de 19 ans, circulant à proximité de l'escale Bourrilly, a vécu le traumatisme d'un carjacking. Vers 3h10, ah ouais, mais toi aussi. 3h10. On est à la maison, on fait dodo, mon chéri. Hein. Ah oui, parce qu'on travaille le lendemain. Ah, encore un paumé. Ah oui, encore un RSA sûrement. Une voiture s'est collée derrière lui et ses occupants ont profité d'un feu rouge pour s'extraire furieusement et pointer une arme en sa direction. Effrayé par la menace, le chauffeur de la Citroën et ses 3 passagers sont sortis à leur tour et se sont enfuis à pied dans la nuit. T'es sûr que c'était des vrais calibres? T'es sûr? Parce que franchement, les mecs, pour te taxer une Citroën, les 4 malfaiteurs se sont tranquillement apparés du véhicule, ils sont activement recherchés. Ils n'ont même pas retrouvé le véhicule. Je pense qu'ils t'ont pris pour une con, hein, mon chéri. Non, parce qu'il y a des armes en plastique, franchement, vous les voyez, on dirait des vrais. Hein. Moi, je pense ça parce que, franchement, pour aller te taper une Citroën, alors, je sais pas ce que c'était le modèle, parce que c'est pas référencé. Moi, je vais pas faire ça pour une Citroën, hein, je te le dis. Marseille, des scooters des mers loués sur Snapchat confisqués à la Pointe-Rouge, la Provence. L'affaire avait suscité un réel émoi sur la plage de la Pointe-Rouge. Oh là 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 là. Plusieurs individus s'étaient en quelque sorte approprié le sable pour y mener une activité souterraine de location de scooters des mers. Non, c'est pas souterrain, chérie, le scooter des mers, c'est sur l'eau. Comment tu peux mener une activité souterraine en te mettant sur une plage en louant des scooters des mers? Non, non, j'aimerais bien comprendre. Alerté par le député local et des riverains, Balance, la police avait mené l'enquête. 4 individus ont comparu hier en correctionnel pour répondre à ces faits de travail dissimulés. Le ton est parfois monté avec le président Pierre Jean-Jean. Eh ouais. Les mises en cause ne comprenant pas toujours qu'ils étaient devant un tribunal et non sur quelques bancs de sable criards. Karima Mézienne a plaidé la relaxe en faisant valoir que l'obligation d'immatriculation des scooters ne vaut qu'en cas d'activité commerciale habituelle. Or, l'enquête va démontrer qu'il ne serait livré à cet exercice que quelques jours en juin puis en juillet. Tranquille, hein. Un commerce au black qui leur rapporte entre 300 et 500 euros par jour. 80 euros la demi-heure. Ils sont là pour faire de l'argent, a scandé le procureur Michel Sartre qui a évoqué. Eh oui, parce qu'en France, tu n'as plus le droit de faire de l'argent, tu comprends? Qui a évoqué un lieu de quasi non-droit. Oula, là aussi on a des zones de non-droit sur les plages et une vraie organisation souterraine qui passait par Snapchat. Finalement, les 4 mises en cause ont été relaxées partiellement. Vous vous rendez compte tout ce que ça coûte à la justice, ces conneries en fait. Si, au pire, vous voyez, aux États-Unis, vous avez le droit de faire tous les boulots que vous voulez et eux, ils déclarent aux impôts. Vous voyez, c'est automatique. Ils déclarent, vous voyez. S'il ferait pareil, on se ferait les couilles en or. Ils nous interdisent de faire de l'argent en fait. Voilà, parce que c'est pas déclaré, parce que c'est pas ci, parce que c'est pas en conformité, parce que machin, parce que truc. On peut pas faire les francs. Pour les amendes de 2 à 3 000 euros réclamées. Le tribunal a toutefois prononcé la confiscation des scooters des mers, le moyen de frapper quand même au portefeuille. Ah oui, parce qu'ils savent frapper qu'au portefeuille, les mecs. Ah, c'est pour ça que les dealers et tout, ils leur disent rien. Enfin, vous savez, les trous du cul, là. Parce que justement, ils n'ont pas de sous. Les 3/4, c'est des chômeurs, RSA. Entre 18 et 25 ans, ils sont rien, puisque du coup, ils sont ni chômeurs ni RSA. Donc, ils n'existent même pas aux yeux de la société. Donc, du coup, ouais. Alors, ensuite, BFMTV.com, 550 CRS et gendarmes, 3000 contrôles, une vaste opération anti-stupéfiants inédite à Marseille. Alors, c'est tenu pendant 3 jours à Marseille pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Ouais, ça n'a rien changé, moi je t'explique. Absolument rien. 30 cités marseillaises ont été ciblées par ce dispositif. Comme si les mecs, ils n'avaient pas des choufs, on va dire genre à 500 mètres, vous voyez, à peu près. Et en fait, les mecs, ils sont là, ils restent là, dans un bar, vous voyez. Et dès qu'ils vont y passer, parce que quand ils arrivent, c'est pas genre furtif, mode furtif, vous voyez. Non, non, ils arrivent à 40, et moi je les vois passer des fois là, je dis tiens, ils vont faire une descente dans une cité, 40 camions de CRS, bon, ils vont à 3 à l'heure, donc du coup, on les repère à 800 km, vous voyez. Et, ouais, ils arrivent, ah, ça va, ok, allez, tout le monde dégage, il y a les condés, ils arrivent. Ils font leur truc et tout, ils vident tout, ils ferment tout, ils cachent tout, les condés, ils arrivent, bon, les 3/4 du temps, ils connaissent pas, les cités de Marseille, parce qu'ils sont pas d'ici, hein, donc bon. Donc ils arrivent, bon les mecs ils connaissent tout, hein. Moi je sais que par exemple là où j'habitais avant, en face, il y avait un HLM, et en fait les
les cages d'escalier, elles se rejoignaient, vous savez, par des portes. Mais il n'y avait personne qui le savait. Donc, ce qui fait que les mecs, par exemple, ils rentraient au A et ils pouvaient ressortir au F. Vous voyez? Mais les condés ne le savaient pas. Ce qui fait qu'eux, ils arrivaient au A et ils faisaient le A. Et ils disaient, merde, putain, ils ont disparu. Téléportation. Ils sont partis sur le dos d'une autre tortue à flotter dans un autre univers. Non, non, ils sont juste au couloir là-bas, F. Parce qu'en fait, tu montais les escaliers et sur les toits, tu pouvais après redescendre. Tu vois, il y avait des portes et tu pouvais après redescendre. Mais eux, ils ne savaient pas que sur les toits, tu pouvais passer, tu vois. Enfin, sur les toits, c'était pas les toits, mais je veux dire, au dernier étage. Enfin, ils ne savaient pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ah non, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont pris. Parce que 550 renforts de CRS, des gendarmes mobiles, pour mener 45 opérations dans 30 cités marseillaises. Habituellement, 2 unités de force mobile sont accordées. Alors, au total, 3000 personnes ont été contrôlées par les forces de l'ordre et 29 interpellées. Toujours selon information d'Europe 1, plusieurs kilos de cannabis ont été saisis ainsi que 9 véhicules volés découverts. Ouais, non, mais ça, après, bon, il y en a de partout. Hein. Bon, ils vont dire, vous sortez, là, je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 de véhicules volés. L'an dernier, plus de 2000 personnes ont été interpellées pour trafic de drogue dans les Bouches-du-Rhône, et condamnées à son arrivée en décembre 2020 dans la cité phocéenne. La préfète des Bouches-du-Rhône avait fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants l'une de ses priorités. Ah oui, mais tout le monde fume toujours autant. Tu veux du shit? Ouais. Bon, alors, ben là, on m'a dit paternelle. Ouais, là, cette semaine, pas top. Par contre, gros arrivage côté la Maison Blanche, tu vois, voilà, c'est ça en fait. Et tiens, en parlant de ça, il y a 2 jours, il y a eu des putains de feux d'artifice. Donc, du coup, c'est ou méchante vente, ou c'est à mort. Donc, je pense peut-être que c'était le mort de tout à l'heure. Marseille, la Provence, magnifique là, magnifique. Le scandale des serveuses pour 15 € par mois à Notre-Dame-de-la-Garde. Vous vous rendez compte, même là-bas, c'est un truc de fou, un truc de fou. Il n'y a rien ni personne qui est épargné en fait. Gestionnaire de plusieurs restaurants et foyers, la famille missionnaire Donum Dei est renvoyée devant la justice. En fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est un peu comme les associations, vous savez, les super associations qui partent dans les pays étrangers, genre pour aider les enfants, et en fait, ils les violent. Vous savez, ils en font le trafic. C'est merveilleux, hein? Voilà. Où ils aident les gens à le faire. Bon, fait. Et donc là, c'est ceux qui s'occupent, parce qu'en fait, vous avez la Vierge, d'accord? Et en dessous, donc vous y allez, donc vous avez la Vierge, en dessous, vous avez le truc, là, pour aller prier. Et après, vous avez en dessous, dans la, oui, dans la roche, fait en moitié dans la roche, vous avez un restaurant qui accueille genre les gens qui viennent à l'époque pèleriner, machin et tout, fait, vous pouvez manger là-bas. C'est surtout les vieux, les handicapés, vous savez, un peu comme à Lourdes, vous voyez. Donc, parce qu'en fait, il leur faut monter la colline, et ceux qui sont encore vivants, ouais, parce que moi je l'ai fait, franchement, il faut être vivant à faire la fête, tu vois, il faut vraiment avoir une bonne santé. Et donc, une fois que tu es arrivé en haut, enfin, ne le fais surtout pas l'été, tu vois, une fois que tu es arrivé en haut, après, tu as le droit de pouvoir manger. Voilà. Et donc là, il y avait des serveuses, peu chères, qu'on disait, j'ai le cœur. Donc, elles étaient payées 15 € par mois. Et par contre, le prix du repas, lui, était genre à 15 €, vous voyez. Donc, logiquement, elles auraient dû être payées comme des serveuses normales. Mais là, non. Parce que là, c'est Dieu, tu comprends? Donc, voilà, elles travaillaient pour Dieu. Mais c'était Donum Dei qui touchait les pépettes. Eh ouais. Ah, un procès hors norme. Ah oui, ça c'est sûr. Le tribunal correctionnel d'Épinal. Ah ouais, mort de rire. J'ai rencontré un mec. Le mec, il était d'Épinal. Ah, tu es d'Épinal? J'ai dit les images. Il me dit, hein? J'ai dit les images. Il me dit, quelles images? J'ai dit, ben, les images d'Épinal. Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, comment tu es d'Épinal? Tu connais pas les images d'Épinal? Il me dit, non, bon, le mec plein de sport, super à la mode, tu vois, fait pas matérialiste pour Efra, tu vois. Le mec, il se faisait appeler le motard de Marseille, il vivait à la Bouilladis, il avait une voiture. Et j'ai dit, tu connais pas les images d'Épinal? Il m'a dit non. J'ai dit d'accord. J'ai dit, c'est un peu comme moi, c'est à Marseille, j'ai dit, je connais pas le savon de Marseille. Tu vois, c'est. Ben voilà, voilà le niveau. Et le mec, il est responsable d'une agence d'immobilière. On revient à notre sujet. Donc, on a exécution d'un travail dissimulé par personne morale et d'un emploi étranger non muni d'une autorisation de travail salarié. Absolument. Recruté en Afrique et en Asie. Eh ouais.
qui durant des années avait effectué au service de foyers et restaurants gérés par la FMDD à Lisieux, dont Rémi Lapucelle, Lourdes, Besançon, non mais j'aime bien dont Rémi Lapucelle, non, ben, la pucelle elle est plus trop pucelle, du coup, Menton ou encore Marseille, précisément à l'eau vive, le charmant restaurant situé dans les jupes de Notre-Dame de la Garde, voilà ce que je vous avais dit, vous voyez, je connais, vous voyez comme quoi je suis de Marseille. Eh ouais. Marseille, arrêté pour un vol de carte bancaire, un homme mis en cause pour des faits de proxénétisme. Je vous dis, chaque fois, c'est coup de cul. Non, non, mais chaque fois, c'est coup de cul. Un truc de fou. Un homme masqué, sur le point de retirer de l'argent, a été interpellé à Marseille. Et voilà, tu vas voir. Et comment un homme masqué sur le point de retirer de l'argent a été interpellé. Pourquoi? Non, non, vous voyez comme ils inventent. Non, non, attendez, vous voyez comme ils inventent. Je me suis dit, attends, un homme masqué sur le point de retirer de l'argent. Donc, vous imaginez un mec masqué avec une carte, prêt à retirer de l'argent, et il se fait interpeller. D'accord? On est bien d'accord. Un homme masqué sur le point de retirer de l'argent a été interpellé à Marseille. On est bien d'accord? Non, pas du tout. En fait, sur le boulevard national, donc en fait, ils ont dû faire un contrôle sur le boulevard national. Il s'est fait prendre avec un permis de conduire et une carte bancaire qui ne lui appartenait pas, c'est tout. Placé en garde à vue, l'individu a en réalité mis en cause dans une affaire de vol par ruse de cartes bancaires commis à Lyon. Ouais, mais il n'était pas un bureau distributeur. Vous voyez comme ils inventent les histoires. Non, non, mais il raconte la vérité. Il dit, ils l'ont arrêté pendant un contrôle de voiture, ce qui est rare d'ailleurs. À mon avis, il avait dû brûler le feu, ou je sais pas. Ou peut-être qu'il avait une méchante voiture et dedans c'était les sarrasins. Donc du coup, les codés, ouais, parce que les codés, ils aiment bien arrêter les sarrasins en voiture, vous voyez. Ou les bamboulas. Ouais. Même les horlogers trafiquaient les montres des caïds marseillais. La Provence, c'est pas merveilleux ça. Un réseau international qui maquillait des montres de luxe volées à des fins de blanchiment a été démonté par la PJ. Alors, est-ce que c'est un coup de balance encore? Oui. À l'été 2021, une colonne passe au rouge, c'est celle des vols de montres. Oui, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille. Des toquantes dont les tarifs oscillent entre une dizaine et plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh ouais. Bon, il n'y a pas la suite. Ils trafiquaient les montres. Les mecs qui volaient les montres, ils les ramenaient à ces gens-là. Ils les rachetaient. Eux, ils les trafiquaient, sûrement les numéros de série et tout, parce qu'ils ont des numéros de série, ces montres comme ça. Et après, ils les revendaient. Voilà. Ben là, je crois que j'ai fini pour tout ce qui est affaires judiciaires. Et là, on va passer, on va dire, à tout ce qui est politique, société. Société! Voilà, on va faire société. Société, à contre-cœur, les Ukrainiens ont quitté le port de Marseille. Non, ils n'ont pas pris le bateau pour repartir. Ils sont juste descendus du bateau. Donc du coup, ils ont quitté le port. Mais ils sont toujours à Marseille, hein, je vous explique. Alors, la Provence, le ferry sur lequel ils vivaient depuis 2 mois va reprendre la mer. Eh ouais. 2 mois plus tard, ce sont les mêmes silhouettes, les mêmes valises, les mêmes enfants serrant leurs jouets. Oh. Mais pas la même ambiance que l'on retrouve sur ce quai de la Joliette. Des centaines de réfugiés ukrainiens, visages fermés, ont quitté hier matin, le plus souvent à contre-cœur, le Havre du Méditerranée, ce ferry transformé en centre d'hébergement. Ils ont embarqué dans des bus qui les ont conduits dans des lieux d'hébergement collectif temporaires, hôtels, foyers, voire gymnases. La veille au soir, quelques 460 personnes n'avaient en effet toujours pas accepté les propositions de relocalisation formulées par les travailleurs sociaux du groupe SOS au nom de l'État. Voilà. Alors, on a dit, vous voulez aller là? Ils ont dit, ah, non, nous on ne veut pas aller là. Hein. Ah, non. Oui, mais c'est bien là, vous avez ça, vous êtes très... Ah oui, non, mais c'est pas... Ah oui, non, mais là, le bateau, putain, on avait tout, on avait la crèche, on avait le resto ouvert 24/24, les gens, ils étaient au petit soir avec nous. Non, là, c'est un peu excentré, on va galérer pour aller se promener, hein, puisqu'ils allaient se promener. Ouf. Et donc, ils ont dit non. Et donc là, je vais vous expliquer où c'est qui sont allés, parce que c'est ça qui est bien, c'est que quand je garde des... Parce que là, ça date du 11 juin, vous voyez, vous allez vous dire, ah putain, ça va, ils nous lisent des articles, ils ont 8 mois. Ouais, mais du coup, maintenant, j'ai la suite, vous voyez. Ouais. La suite, c'est... Après le ferry, les Ukrainiens de Marseille hébergés dans un ancien EHPAD. Voilà. Mars Actu. Bon, là aussi, c'est payant, donc je vais vous lire que le début.
Pour continuer d'héberger plusieurs dizaines, non, plusieurs centaines, hein. Ouais, 460. Ben, officiel, hein. À Marseille, après la fermeture de l'accueil sur le ferry Méditerranée, un ancien EHPAD du 14e a été choisi par les services de l'État. C'est pas celui que ma copine elle travaillait qui m'ont dit qu'il était vétuste et donc du coup, la Signane, c'est pas là. Non, c'est pas là. On a été ainsi installé dans un ex-établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ensuite, alors on va toujours parler, on va voir si encore sur les Ukrainiens, parce que du coup on va continuer sur ça, et après on va passer à divers et variés. Marseille, l'ex-patron d'Algérie Ferries poursuivi pour corruption et écroué. Vous savez que je vous avais lu des articles du coup, il faut regarder mes vidéos sur Marseille. Et en fait voilà, vous voyez. L'arrivée à Alger le 2 juin dernier d'un navire en provenance du port de Marseille avait 72 passagers à bord seulement alors qu'il a une capacité de 1800. Eh ouais. Donc, à mon avis, comme je vous ai expliqué, l'État algérien, ils ont dû lui donner des subventions, vous savez, parce qu'avec ce coup que ça a été fermé aussi, hein, comme nous. Et à mon avis, le mec, il doit faire des allers-retours à vide, vous voyez. L'ex-patron d'Algérie Ferries, l'émugé de début juin, a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour corruption après le départ d'un ferry de Marseille vers Alger presque vite en dépit d'une forte demande. Chef d'escale à Alger, Kamal Idalia, avait été limogé le 2 juin par ordre du président Abdelmadjid Tebboune. Ouais, comme si le mec il allait en raison d'un comportement portant atteinte à l'image de l'Algérie aux intérêts des citoyens. Oh oui, ah oui. Cette décision avait été prise après que le lancement, vente de billets pour l'été par Algérie Ferries, avait tourné au chaos à bord des agences de la compagnie dans plusieurs villes françaises en raison de dysfonctionnement. Oui, ouais, c'est un peu comme nous, hein. Il vous faut un pavé de 300 pages pour rien dire. En fait, il y a tout dans le titre. Alors, pour dilapidation délibérée et utilisation illicite de biens et des fonds publics, vous voyez, abus de fonction et enrichissement illicite. Ah oui, parce qu'Algérie Ferries, ça doit être un truc national, vous voyez. Marseille, la ville de Marseille résilie le bail de la Villa Valmer. Vous savez, la villa où le mec, il y a eu du vent. Et la grosse boule, elle a détruit la terrasse. Eh ouais. Et ben voilà. La mesure a été votée au conseil municipal de Marseille ce mercredi 29 juin, comme annoncé en avril dernier par le maire de la ville, Benoît Payan. Voilà. Donc, ça revient à nounou. Enfin non, pas du coup à nounou, parce que du coup, il n'y a plus rien qui est à nous. Alors, au débat, quel sera le coût pour la ville de cette résiliation? Quel message sera envoyé aux investisseurs? Qu'ils n'ont pas le droit de nous détruire nos biens. En fait, tu vois, déjà que nous, on n'a pas grand-chose. Ah, d'accord, il faut pas les condamner. C'est-à-dire, le mec, il vient, il te détruit le truc. Ouais, le fait, si tu me condamnes, moi, après, je vais plus venir investir. Ouais, c'est sûr, mais tu nous as détruit le truc. Marseille, 34 femmes de chambre du Golden Tulip poursuivent leur grève. La Provence, je sais même pas où est ce putain d'hôtel. On pose le point levé, indique Sherazade Chapni, déléguée syndicale, avant de prendre la photo. J'en peux plus de ces gens. Organisé à la Bourse du Travail, dans le 8e. Je sais même pas où c'est ça. C'est quoi la Bourse du Travail? Il y a une Bourse du Travail maintenant? Ah non, c'est Golden Tulip qui est dans le 8e. Oui, d'accord, mais on a quand même une Bourse du Travail. Ah bon? Ils se rassemblent tous les jours sur le parvis. Ah ouais? Depuis le 26 mai. Oula! Chérie. On est mi-juillet. Alors, crier et revendiquer la dignité sous 31 degrés, c'est épuisant. Ah oui, je te confirme. Ah, déjà, moi, je suis allée à la Belle de Mai et j'étais à moitié morte. Hein. Tout a commencé quand la direction a refusé aux salariés ultramarins leur demande de 4 semaines de congés consécutifs. Ah oui, 4 semaines, ça fait beaucoup, hein, moi. On a demandé nos vacances en janvier et ils ont attendu le mois de mai pour nous répondre qu'on ne pourrait pas prendre plus de 10 jours. Ah, peut-être consécutif, chérie. Ah ouais, parce que moi, ça fait beaucoup. La loi prévoit qu'une femme de chambre ne peut pas faire plus de 12 chambres par jour. Parfois, le planning en prévoyait 18. Ben, tu n'en fais que 12. Voilà. Marseille, la plage des Catalans sera fermée ce mercredi après la découverte d'un engin explosif dans la mer. Oh, les Russes. Ah ouais, ça doit être les Russes, hein. La préfecture maritime de Méditerranée, ben ouais, doit en effet procéder au déplacement et à la destruction au large d'engins explosifs découverts sous l'eau. Ouais, d'accord. Mais d'où, de quand, de pourquoi? Serait-elle venue d'une autre tortue à flotter dans l'univers? Ils nous disent pas.
C'est quoi ces agents explosifs? Non, parce que d'habitude, ils vous disent, vous savez, de la Seconde Guerre mondiale. Voilà pourquoi je ne vais pas à la mer. Ouais. Très dangereux la mer maintenant. On y découvre des agents explosifs. Conception scanner unique en France, détecter des mélanomes. Mais ils se les détecteront tout seuls, hein, moi je vous le dis, parce que moi c'est terminé tout ça. La PHM vient de se doter d'un scanner qui permet de mieux détecter les mélanomes. Le patient se place dans le scanner cutané Vecta 3D. Les grains de beauté se rassemblent en une seule vue. Il suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour savoir où il est placé. Le logiciel le localise sur le corps du patient. Je serais dans la merde avec moi. Vous voyez mon dos, c'est un truc de fou. Je suis pleine de grains de beauté. Ah ouais. Bon, on m'en a enlevé qu'un depuis ces katas. Alors, et encore, il avait rien. Mais bon. L'intelligence artificielle détecte toutes les lésions cutanées de l'individu. Elle calcule automatiquement les paramètres, comme la longueur, le contraste, si elle est régulière ou irrégulière. D'accord? Expose le spécialiste. Une des autres nouveautés de Vecta 3D se trouve dans le fait que l'analyse est réalisée entre les affectations de peau d'un même individu. Ok, donc c'est-à-dire il va regarder toutes les lésions que vous avez. Il est capable de les replacer si tu cliques, par exemple, tiens, celui-là de grain de beauté, il est bizarre. Hop, tu cliques dessus et il va te montrer où il est placé. Ok? En revanche, l'intelligence artificielle n'est pas à même de dire si le grain de beauté est cancéreux. C'est le médecin qui, se basant sur son expérience personnelle, va le signaler à la machine. Petit à petit, on va entraîner l'intelligence artificielle à le reconnaître. Et imagine des coups isotropes. Imagine le mec, le truc là, et des coups il pète un câble, il voit mon dos, il se dit oh putain, c'est que des cancers, je fais comment? Ce scanner, produit par une entreprise américaine, le premier en France, il a coûté 300 000 €. Voilà, pourquoi c'est pas des Français qui l'ont fait? Eh ouais, eh non, c'est américain. Eh ouais. Et sûrement que ceux qui l'ont fait en Amérique étaient Français. Eh oui, c'est ça en fait.